Des tueurs en série. Des meurtres sordides. Plusieurs victimes. Aujourd'hui, on vous raconte leurs histoires. Bienvenue au fil du crime. Quand j'étais petite, j'avais des tas de rêves. Et j'observais secrètement ceux qui allaient me découvrir. Ce serait lui ou celui-ci, qui sait. J'ai vécu comme ça pendant très longtemps, en rêvant dans ma tête. Mais un jour, ça s'est arrêté. Je suis un peu fauchée en ce moment, et j'essaie juste de me faire un peu de fric de n'importe quelle façon. Peut-être que je vais pouvoir t'aider. Quand j'ai rencontré Salby Ward, tout ce que je voulais, c'était une bière. Je peux t'offrir un verre? J'ai de quoi payer. Je voulais juste discuter avec quelqu'un. Tu veux rester avec moi? Qui est cette fille? C'est rien, juste une copine. Elle a l'air d'une SDF. Hé chérie, tu viens faire un tour? Je peux te poser une question? Tu es une prostituée? C'est bon, on va pas trop loin. Je veux qu'on ait un peu de tranquillité. 30 d'avance. Les filles, je les aime. Et je les déteste. Où tu as eu cette voiture? Je l'ai empruntée. C'est drôle la vie. C'est bizarre comme les choses peuvent être différentes de ce qu'on croit. Ça va aller? Ça va, je me sens super bien. Je suis pas une mauvaise fille. Je suis une fille bien. La police demande à toute personne ayant des informations de contacter son commissariat. Lee, qui a tué ce type? Qu'est-ce que tu crois? Mon Dieu. Tu peux pas comprendre, alors aie confiance en moi. Je contrôle la situation. C'est une paumée. Il m'a violée, tabassée, il allait me tuer. Mais on ne tue pas les gens. Qui le dit? Viens là. Mais non. C'était ton idée. Ils vont venir nous arrêter. Ils n'ont rien. D'ailleurs, ils cherchent même pas. On est dans un monde où les gens violent et tuent. Alors moi, je les élimine. Des gens comme toi et moi plongent tous les jours. Ce que les gens n'ont jamais compris, c'est que je pouvais tout apprendre. Mesdames et messieurs, bienvenue au podcast Au fil du crime. C'est le 3e épisode aujourd'hui et on a quelqu'un de très, très, très intéressant. Les 2 premiers étaient très intéressants, évidemment. Celui-là, moi, personnellement, il vient me chercher énormément. Vous allez voir pourquoi. Et donc, on va faire l'analyse de ce cas-là. Je suis avec... Je me présente aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. Olivier, je suis avec Gab. Ça va, Gab? Ben, ça va bien, toi? Oui, on va avoir aussi Gab qui va faire et qui va compter la grande histoire de cette personne-là. Et on va avoir aussi Mélissa Carenzi qui va faire la capsule téléphonique pour aller chercher le profil de tueur. Ben oui. Donc, est-ce qu'on le dit ou on le dit pas? On s'en parlait en hors enregistrement. Si on disait, ça serait qui la 3e personne? Ben, on peut le dire parce que le monde, ils vont voir c'est quoi le nom sur le podcast. Oui, j'avoue, il va être écrit dans... Colin, il va être écrit dans la liste du titre. On n'a pas le choix, donc on va y aller avec Aileen Wuornos, une tueuse en série, notre première tueuse de la saison. Oui, mais on va parler... Ben, premièrement, tu sais, on se questionnait dans les derniers épisodes. Ben, en fait, on se questionnait pas parce que un tueur en série, soit va naître comme ça, ou son environnement va le rendre comme ça. Oui. Ben, dans le cas de la personne qu'on va parler ici, c'est vraiment son environnement qui va l'avoir rendu comme ça. Oui, c'est ce qu'on pensait. Je pense que entre nous trois, on s'est dit que c'était assurément sa vie, je pense, qui a fait en sorte qu'elle est rendue comme ça. Assurément. Assurément. Puis... Donc, vas-y. Vas-y. Écoute, j'ai bien hâte de voir ton histoire parce que, tu sais, je veux dire, je connais l'histoire, mais c'est tout le temps le fun de la réécouter parce que c'est spécial. C'est vraiment spécial. On a une personne on dirait qu'elle est à moitié humaine, à moitié un monstre. Et d'ailleurs, on va parler du film Monster. Oui. Un peu plus tard dans mon volet cinématographique, je vais vraiment venir approfondir ce côté-là et Mel va faire la capsule pour voir qu'est-ce qui aurait pu influencer parce que sa vie a été rock'n'roll, là, on s'entend. Extrêmement. Ben, premièrement,
on va parler de la première tueuse en série officiellement aux États-Unis. Oui. Officiellement parce que il y en a eu d'autres avant, on s'entend, là, mais je veux dire, le terme tueur en série, c'est juste à partir de la fin des années 70 qu'on a commencé à l'utiliser. Après le procès d'un... Tu connais-tu, toi, un bonhomme du nom de Ted Bundy? Légèrement, oui, je pense que tous les auditeurs aussi connaissent. C'est un des gros. Avant le procès de Ted Bundy, le nom de tueur en série n'existait pas. Ah. Donc, notre chère Eileen s'est retrouvée à être la première tueuse en série officielle aux États-Unis. Mais comme qu'on disait, c'est vraiment son environnement qui va l'avoir rendu comme ça. Puis on va expliquer pourquoi, puis vous allez comprendre Oui. à la fin de notre podcast. Puis vous allez voir si vous avez... ben, on va y venir, là, mais pour son enfance puis tout ça, mais si vous avez passé une mauvaise journée, vous avez de la boue de ses pantalons, le chat ne partait pas matin, vous avez le petit à aller chercher à la garderie puis il est grippé, dites-vous que c'est la petite bière à côté de ce qu'elle elle a vécu. Hein? C'est non censuré? C'est non censuré, là, je te laisse. Ah, esti. En esti, une vie de cul. On va se le dire, là, elle a eu des journées, mais épouvantables. Une vie épouvantable. Je pense qu'il y a un petit peu de positif, on va voir pourquoi. Écoutez, imaginez la pire vie de marde que vous pouvez pas imaginer. Ben, faites x10. C'est ça, j'allais dire, faites x10. Minimum. Fait que bonne chance, cher aux auditeurs pour l'écoute. C'est pas une histoire facile, mais c'est rempli de rebondissements et de péripéties. Ben, habituellement, je commence tout le temps, pour ceux qui ont écouté les 2 premiers épisodes, je commence tout le temps par raconter l'événement qui a fait en sorte qu'on s'est intéressé à telle personne, pour ensuite parler de la vie de la personne qu'on va parler, pour ensuite parler des meurtres. Ouais. Mais là, je vais faire ça différemment aujourd'hui. Je vais commencer en partant par les meurtres. OK. Pour finir par la vie de la personne qu'on parle. Parfait. Fait qu'on rentre dans le vif. Oui. Puis on rentre dans le vif du sujet directement. Ben, on est en Floride en 1990. Le 4 août 1990, je sais pas si tu as déjà vu ça, tu sais, sur le bord des routes boisées. Tu sais, des espèces de trails de 4 roues, là. Ouais. On retrouve un homme de 50 ans mort. Là, il commençait déjà à être en état de décomposition. Et puis, l'homme a reçu plusieurs balles. L'homme se nommait Troy Burrest, un chauffeur. Et puis, c'était un meurtre assez hardcore parce que l'homme avait reçu plusieurs balles. 9 balles, t'as dit? Non, ça s'en vient. Ah, excusez, j'ai pas un punch. Mais en tout cas, il y a eu plusieurs balles. C'est ça. L'homme est retrouvé un peu en état de... Ben, presque en décomposition, parce qu'en Floride, vu que c'est un état très humide, très chaud, tout se décompose plus vite, là, très marécageux. Ça marine assez rapidement. C'est ça, c'est assez rapide. Fait que ça, on est le 4 août 1990. Et puis, le 12 septembre 1990, quelques semaines plus tard, on retrouve un autre corps sur le bord de la chaussée. L'homme a été tué de 7 balles. Son nom était Charles Humphrey, un homme de 56 ans. C'est un ancien chef de la police de l'Alabama. Ancien policier. Un ancien policier, c'est ça. Ça fait ce fort, là. On s'entend que si le tireur a tiré 7 balles, il y avait un petit peu de colère en lui. Puis encore là, l'homme a été tué avec un calibre 22, avec les mêmes balles que le premier Troy Burrest. Fait que là, on est rendu à 2 meurtres, dans le même comté de Marion, en Floride. Avec le même lien, les balles. C'est ça. Mais là, jusque-là, les policiers se sont dit, OK, on a 2 meurtres dans notre comté, mais ils ont voulu s'informer dans les autres comtés voisins, voir s'il n'y aurait pas eu des meurtres semblables. Et effectivement, ça va lui donner raison, parce que dans le comté à côté de Citrus, on va trouver le corps de David Spears le 1er juin 90, lui aussi criblé de balles, avec un calibre 22, encore une fois. On va aussi trouver un corps non identifié dans le comté de Pasco, le 6 juin 90. On est rendu à 4. Déjà. 4 victimes, toutes tuées avec la même arme, la même balle. En peu de temps. C'est ça, parce que c'était des balles à pointe creuse qui tournaient vers la droite. Puis les balles, ils ont comme toute une entraîne digitale pour savoir si c'est tout le temps la même balle qui a été tirée. Puis dans ce cas-ci, oui. Le même type de balle. Le même type de balle pour les 4 personnes que je viens de te parler. Ensuite, on va découvrir aussi que par avant,
en 1989, juste le 13 décembre 1989, on va trouver le corps de Richard Mallory. Ça se trouvait être la première victime qui va avoir été tuée d'un calibre 22. OK. Fait qu'on est rendu à 5. Qu'est-ce qui arrive quand on est au-dessus de 3 victimes? On est considéré comme un tueur en série. Exactement. On a affaire avec un tueur en série. Et puis, le 4 juillet 90, on retrouve la voiture de Peter Sims, un homme porté disparu. Là, je vais te mettre un peu en contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Imagine-toi en avant sur ton balcon de ta maison en train de prendre un café avec ta blonde. Puis là, dans le champ en face de toi, tu vois un char déraper, s'en aller dans le champ. Puis là, tu vois 2 femmes sortir de la voiture puis s'enfuir. Ouais. Comment tu trouves ça, toi? Normal. Non, c'est pas vrai. Non, c'est louche. C'est louche. Bref, des témoins ont vu 2 femmes sortir d'une voiture. Ça sentait le mauvais coup, mettons. Ben, Ça? c'est ça. Puis les témoins ont vu qu'une des 2 femmes était couverte de sang. La femme qui la suivait, ils ont réussi à les décrire parfaitement. Les portraits robots qu'ils ont fait faire à la police, honnêtement, ils étaient très, très, très ressemblants pour les avoir vus. Vraiment. Dans le fond, on avait vu une femme blonde avec une cicatrice dans le front remplie de sang et une femme assez en chair Oui. et plus petite. Oui. Une petite... on a dit d'autres choses. On a vu les 2 femmes s'enfuir dans le bois quand ils ont sorti de la voiture. Oui. Ouais, Mais là, on a vu les photos des portraits robots dans les documentaires. C'était pareil. C'était Là. très, très, très Pour un ressemblant. dessin, là, en plus. Là. Ouais. Ouais. Mais je me demande juste comment ils ont fait pour voir la cicatrice dans le front. C'était une... En tout cas... Peut-être qu'ils en ont déduit étant donné qu'il y avait une trace de sang, peut-être une coupure, mais... C'est sûrement ça. Ouais. Mais bref, quand la police arrive, ils ont vu que c'était la voiture d'un homme porté disparu, Peter Sims. Lui, on n'a jamais retrouvé son corps. Non. Jamais. Effectivement. Puis quelques semaines plus tard, on a retrouvé la voiture de Charles Humphrey, le 2e que je t'ai parlé tantôt. Elle a été retrouvée dans un garage. C'était un garage de vente de voitures, là, des voitures d'occasion. D'occasion, Elle a ouais. été retrouvée là. Puis on a retrouvé un reçu à l'intérieur de la voiture. Un reçu d'un motel. Et puis, juste après ça, puis j'ai oublié de te dire, quelque chose de très important. Dans toutes les voitures qu'on a retrouvées, le siège était avancé au maximum. Oui. Ça a été un bon indice pour les policiers. Hein? Ben c'est ça. Toutes les voitures qu'on a retrouvées, parce que dans tous les cas, les victimes, leurs voitures ont toutes été, presque toutes volées. Ouais. Volées. Et leurs effets personnels aussi. Ouais. Puis tous les véhicules ont été comme abandonnés aussi. Tous les véhicules ont été abandonnés. Cachés un peu, puis abandonnés. Sauf celle-là que les 2 femmes ont pogné le champ avec, puis ont décidé d'abandonner là. C'était plus vite fait. C'est ça. Ils n'ont pas eu le temps de nettoyer l'auto à ce moment-là. Non. Effectivement. Et suite à ça, un 7e meurtre. Walter Antonio, le 19 novembre 1990. Et encore une fois, on a retrouvé sa voiture peu de temps après, le siège complètement avancé au maximum. Suite à ça, les portraits robots qu'on a fait faire des 2 femmes, on a décidé de divulguer ça aux médias pour qu'on publie ça, pour que tout le monde envoie le plus d'informations possible, que les gens qui auraient vu ces 2 femmes-là appellent la police, parce qu'on a affaire à 2 fugitives extrêmement dangereuses. On est rendu à 7 victimes. Oui. Toutes des hommes d'âge mûr, blancs. Faut pas oublier aussi que malgré les portraits robots puis le banc avancé qui donne un indice d'un à l'autre, t'as encore les balles, hein? Les balles qui étaient... C'est toujours les mêmes balles. C'est ça, c'est les mêmes balles. C'est toutes des choses qui sont copie-collées. Exactement. Fait qu'on sait que les 7 victimes sont toutes associées au même tueur ou tueuse. Mais bref, quand on a donné le portrait robot des 2 femmes, on a reçu plus de 400 appels à la police pour signaler avoir vu ces femmes-là. Puis, le plus récemment, les 2 femmes auraient été dans un motel, le Fairview. Puis quand les policiers sont arrivés au Fairview, on a montré le portrait robot à la réceptionniste, au propriétaire de l'hôtel. Mm-hmm. Ils ont reconnu immédiatement les 2 femmes. Ils prennent tout le temps la même chambre, la chambre 8. On est à Port-Orange. Ouais. Ça, c'est dans le coin de Daytona Beach. Ouais, en Floride. C'est ça, exactement. Puis, comme on a su, comme on voyait qu'à chaque fois, la tueuse ou le tueur partait avec les effets personnels de toutes les victimes, on a décidé d'aller dans des pawn shops dans les alentours de Daytona Beach, voir si on ne trouverait pas les effets personnels des victimes
Parce que apparemment, le tueur échangeait pour avoir de l'argent, Ouais. évidemment. Il ne gardait pas le stock avec lui. Il pannait. Ben c'est ça. Quand tu fais un crime comme ça, tu gardes pas les preuves avec toi. Non. Et puis, en faisant le tour des pawn shops, on a fini par trouver les affaires de 2 victimes, Richard Mallory et David Spears. Puis dans ces années-là, en Floride, c'était obligatoire de laisser une empreinte digitale quand que tu faisais un échange. Au cas où c'est que justement, tu étais impliqué dans un meurtre ou un crime. Ou des vols, tu sais, peu C'est importe. ça. Quand ils ont checké les empreintes digitales, voir c'était qui le nom de la personne qui avait donné ces affaires-là en échange, tu sais. La personne avait laissé le nom de Camille March Green. Je l'ai noté parce que je trouvais que ça se disait mal un peu. Donc, c'était pas son... Ben là, on le sait aujourd'hui, on sait le vrai nom, mais c'était pas le nom Non. qu'on Parce que... recherchait. Non, parce que quand ils ont regardé le nom de Camille Marsh Green, ils ont trouvé c'était qui, Ouais. mais c'était pas la personne qu'on cherche. Non. C'est quelqu'un qui avait utilisé l'identité de cette madame-là. Parce qu'ils ont été la voir. Oui, c'est ça, ils ont été la voir, puis la madame avait rien à voir pantoute avec tout ce qui était arrivé. Et puis c'est ça, pour revenir au pawn shop, la personne avait encore laissé son nom de Camille March Green. Quand on a regardé les empreintes digitales, parce que la personne qui avait pris la voiture de Peter Sims, qui l'avait abandonné dans le champ en face de témoins, elle avait laissé ses empreintes digitales. Puis on avait vu que c'était les mêmes empreintes digitales que la personne qui avait laissé ses empreintes digitales pour le pawn shop. Ouais. On a fait le lien. C'est ça. Puis après ça, on a fait le lien aussi avec des anciens dossiers criminels. Ça n'a pas pris 15 minutes qu'on a trouvé une identité qui était similaire avec les 2 autres empreintes. Une femme du nom de Laurie Grody. Oh! Sauf qu'en fouillant encore plus, là, je sais que ça fait plusieurs noms qu'on nomme. Plusieurs faux profils, finalement. Plusieurs faux noms. En faisant des recherches sur Laurie Grody, on a vu que c'était un faux nom qu'utilisait une certaine madame du nom de Aileen Wuornos. Oui. C'est qui ça, Aileen Wuornos? C'est une space. Là, c'est ça. Là, je vais commencer à raconter l'histoire de la madame parce que c'est vraiment... D'Aileen, oui. C'est complètement chaotique. Elle est née à Rochester, au Michigan. Elle a eu une enfance complètement chaotique. Sa mère, prostituée, alcoolique, elle l'a abandonnée à l'âge de 4 ans. Son père a été en prison pratiquement tout le long de sa vie. Elle n'a jamais connu son père non plus. Il s'est suicidé en prison. Elle a été habitée chez ses grands-parents violents. Bref, une enfance complètement chaotique. Carrément. Son père il avait été en prison pour... Pédophilie. Pédophilie. Fait que bref, sa mère va l'abandonner à l'âge de 4 ans. Son nom de baptistère, ben je veux dire son vrai nom au début, je vais encore une fois changer de nom. Oui. C'était Suzanne Carol Pittman. Son nom de naissance. Son vrai nom de naissance, c'est ça, c'était Suzanne Carol Pittman, fille de Diana Wuornos. Oui. Et le père Léo Pittman. Oui. Ensuite, c'est ça. Elle va habiter avec ses grands-parents violents. La grand-mère est alcoolique. Britta et Laurie Wuornos. Ouais. Qui se trouvent à être les parents de sa mère. OK. Les grands-parents. Du côté maternel. Les mêmes parents avec qui avoir vécu de la merde, elle aussi, la mère. Ah, bon. Ben, ça fait un beau mix. Ils s'entendent bien, ce monde-là. Ben, c'est ça. Ça va faire sensiblement la même chose avec leur petite fille. Et puis, bref, la grand-mère, à un moment donné, va décéder. Le grand-père veut aucunement rien savoir de Aileen et son frère, parce qu'elle a un frère également, Keith. Oui. Là, je vais laisser Mel raconter tous ces détails-là, là, mais il va arriver plusieurs choses durant l'enfance de Aileen. Aileen et son frère vont aller chez leurs grands-parents et c'est ça, la grand-mère va décéder, le grand-père veut rien savoir des enfants, fait qu'il va les sacrer dehors. Donc, à l'âge de l'adolescence, Aileen va se retrouver déjà à la rue. Elle va se retrouver à vivre dans des voitures dans le bois, à errer, Elle se prostituait déjà à l'âge de 11 ans pour des cigarettes. Oui, j'avais bien lu ça en échange de petits cadeaux comme ça. Là. Ouais, c'est ça. À l'école, ça allait pas bien pantoute. Là. Non. On n'est pas à Ed Gain en termes de quotient intellectuel,
Mais On n'est pas dans le vite-vite. on est sous la moyenne pas mal. Oui. C'était pas... On s'est dit 70, hein? Je pense à 70, c'est moins. 70, c'est moins, Ça c'est ça. commence à C'est être, pas mal, c'est pas retardé. mal en déficience mentale. C'est ça. On est dans la catégorie retard. Ouais, c'est ça. Eileen, je pense que t'es en dessous de la moyenne, là, mais en tout cas, on n'est pas à Ed Gein. Non, on n'est pas Ed Gein. Là. Ed Gein, c'était un méchant numéro. Ouais. Mais non, elle était comme fonctionnelle. Oh, oui, c'est ça. C'était une femme fonctionnelle, mais en tout cas, elle Pas prenait professionnelle. Non, pas en tout. Et puis, c'est ça, à l'école, ça va vraiment pas bien. Son grand-père va le sacrer dehors. Elle va se mettre à habiter dans le bois, dans des voitures. Elle va se trouver de l'argent avec la prostitution, habiter dans des motels cheap. Mhm. Puis ça, dans le fond, ça va être pas mal ça va être pas mal sa vie pour toutes les futures années à venir. Elle va vivre un peu comme une vagabonde. Premièrement, elle va s'en aller au Colorado, où elle va être arrêtée en 74 pour ivresse au volant, trouble sur la voie publique. Elle avait déjà un petit dossier avant tout ça. Là. Oui, c'était une femme alcoolique. Elle buvait beaucoup, mettons. Oui, ça, on va le voir. C'est ça. Elle n'a jamais vraiment eu de domicile. En fait, elle n'a jamais eu de domicile fixe. Ben, non. Aussitôt qu'elle a été sacrée en dehors de chez ses grands-parents, elle n'a jamais eu de domicile fixe. De toute façon, les domiciles qu'elle a eus, c'était pas très... non. C'était peut-être fixe un certain temps, mais c'était pas très stable. Bref, c'est ça. Au Colorado, elle va se faire arrêter en 74 pour ivresse puis trouble sur la voie publique. C'est une femme assez impulsive, très... Un bon caractère. Oh oui, très colérique aussi. Oui. Genre de fille qui se bat, là, tu sais. C'est ça, elle aime ça se battre. Elle tripe sur l'MMA, elle. Non, mais c'est vrai, c'est le genre tu le voyais, là, on a vu des vidéos, des documentaires, des films, tout ça, puis tu voyais que c'était le genre de femme problématique, premièrement, puis le côté impulsif, on le voit vraiment. On l'a vraiment vu, même à la cour, là, un peu plus tard, là, on y reviendra, là, mais c'est... Ouais. C'est ça, elle va se promener beaucoup d'état en état. Elle vit vraiment comme une vagabonde. Elle se promène de motel en motel. Elle fait des vols. Elle va en prison. Elle sort de prison. Elle fait de la prostitution. Elle refait des vols. Elle retourne en prison. Elle ressort de... Elle va être comme ça pas mal le restant de sa vie jusqu'en Floride. Mais là, on est juste rendu au Colorado. Ouais. Après ça, elle a été au Texas, encore une fois. Elle a encore été arrêtée pour des vols, prostitution, parce que la prostitution était illégale dans ces années-là, il faut le rappeler. Oui. Parce qu'elle vivait de ça, tu sais. Elle avait jamais rien connu d'autre que ça dans sa vie. Elle ne savait que faire ça. C'est ça. Et puis ensuite, elle a été... Elle était travailleur autonome. Un peu. Elle avait c'est une femme d'affaires, elle avait une compagnie. Non, c'est ça, exactement. C'est ça. Incorporée. Elle était Inc., oui. C'est ça. Après ça, elle était en Arizona, au Nevada. Mais là, à un moment donné, je pense qu'elle commence à se dire, là, il est temps que ma vie, elle change. Là, il est temps que j'arrête de faire ça, parce que sa vie, c'était vraiment ça. In et out de la prison, prostitution, vol. Ouais. C'était carrément ça. C'est ça. Après ça, elle a connu à 20 ans un homme du nom de Lewis Gratz-Fell. Je l'ai noté parce que, encore une fois, le nom de famille, j'avais de la misère à retenir. 69 ans. Une légère différence d'âge. Une légende. Une légende. À ce moment-là, Eileen, on dirait que tout va mieux dans sa vie parce que même si ça peut sembler dégueulasse, que c'est que je suis en train de dire là, c'est probablement la meilleure chose qui est arrivée dans sa vie de connaître un homme de 69 ans, riche, qui a de l'argent, qui a de l'ambition, que, tu sais, c'était la première fois de sa vie qu'elle avait enfin une certaine sécurité. Ouais, puis qu'elle rencontrait quelqu'un qui a du sens. Là. Ben c'est ça, qu'il y a enfin quelqu'un qui a du sens, même s'il y a un âge avancé. Ouais. Mais c'est ça, pour une fois dans sa vie, enfin, Eileen, elle a de quoi, elle a une certaine stabilité, puis elle se reprend en main. Ça va y permettre de se reprendre en main, en fait. Parce que tout le long de sa vie, comme je te disais, elle va vivre comme une vagabonde complètement déjantée. Il n'y avait pas grand espoir avant qu'elle le rencontre. Non, pas du tout. Et puis, ça n'a pas duré trop longtemps, le mariage, parce qu'ils se sont mariés. Oui. Ça n'a pas duré trop longtemps. À peine quelques semaines plus tard, Lewis décide de mettre fin au mariage. Parce que, comme je te disais tantôt, c'était une femme très colérique. Oui, il l'a sûrement vu. Il l'a accusé de l'avoir battu à plusieurs reprises à coups de canne, parce que le monsieur avait une canne. Elle avait battu à plusieurs reprises à coups de canne, puis
ça va se ramasser avec la police. Il était chanceux quand tu checkes ça, là. Ben Ça oui. aurait pu être le premier. Ça aurait pu être le premier, certain. Et puis, c'est ça. Là, c'est rendu la parole, sa parole contre sa parole à lui. Elle l'accuse de l'avoir battu. Puis après ça, elle a dit non, non, c'est lui qui m'a battu, en tout cas. Puis j'imagine que des paroles d'une prostituée, puis d'une vagabonde et un peu criminelle, là, à la cour, ça valait pas grand-chose, j'imagine. Là, tu sais, fait que... Suite à ça, Eileen elle décide de prendre un fusil Oui. et de se tirer dessus elle-même. Ah oui? Ouais, dans sa tête, elle se disait bon, ma vie, elle vaut plus rien, j'ai plus d'espoir, je vais finir avec ma vie. Mais elle s'est manquée. Ah ouais. Ouais. Là, à ce moment-là, ça va pas pantoute dans sa vie. Elle dit je Mais vais en comment finir. ça qu'elle s'est manquée? Elle s'est tirée dans l'estomac. Ah, OK. Bref, elle s'est tirée dessus, elle s'est manquée, mais là, elle se dit bon, même quand j'essaye de me tuer, la vie veut encore que je continue à vivre dans la merde, tu sais. Ouais, c'est vrai, hein? C'est ça qu'elle se dit. C'est un drôle de karma. C'est ça. Suite à ça, elle décide de s'ordonner une autre chance. Elle commence à faire la tournée des bars. On s'entend que c'est pas une autre chance, là, mais elle se met à fêter pas mal, à aller dans les bars. Elle boit énormément. C'est une femme qui est très alcoolique. Puis en 86, elle va connaître quelqu'un qui va changer sa vie. Oui. Une femme Beaucoup. du nom de Taria Moore. Oui. Elle a été dans un bar gay parce que Aileen est lesbienne. Oui. Même si elle fait beaucoup de prostitution avec des hommes, elle reste que ses goûts sont vers les femmes. Ouais. Côté amour, là. C'est ça. Puis elle va connaître Taria Moore, qu'elle va vraiment tomber en amour avec elle. Puis là, c'est vraiment le coup de foudre. Par-dessus la tête. C'est ça. C'est le coup de foudre. Eileen n'a jamais été autant heureuse. Elle continue encore à vivre dans des motels puis à se promener. Elle n'a jamais eu de domicile fixe, je le répète encore une fois. Mhm. Et puis là, après quelques semaines, après quelques mois, elle décide enfin de se reprendre encore une fois, de se remettre encore une fois sur le droit chemin. Mhm. Elle essaie de se retrouver une job, mais vu son passé criminel très in et out de la prison, comme je te disais tantôt, il n'y a pas grand monde qui veut l'engager. Hein? Non. Elle a fait des entrevues. Elle a fait beaucoup d'entrevues, mais chaque fois qu'on tombe sur son passé criminel, personne ne la veut. Oui, puis elle est très impulsive en plus, comme on l'a dit. Fait que c'était pas. Ouais, sinon, souvent, ça finissait. On va pas revenir avec le film Oui, tantôt. oui, Monster. on en voit un extrait. Est-ce qu'il est véritable? J'ai pas vérifié si ce moment-là est véritable, mais ça fit parce que colérique, puis en tout cas, c'était même drôle. Oui, C'était même drôle. Mais pour revenir aussi avec la relation de Taria Moore, elle l'aimait tellement que, tu sais, malgré que ça faisait quand même la prostitution pendant ce temps-là, tu sais, ramener de l'argent, des sous, puis tout ça. Ben, il faut bien qu'il gagne de l'argent. C'est parce ça. que Madame Taria Moore. Mais elle était vraiment in love. Oui. Vraiment. Mais Madame Taria Moore ne travaille pas. Non. Elle ne travaille pas, boit et fume de la drogue et fait le party. Oui. Et Et elle elle avait ne travaille pas. des parents qui se voilaient les yeux sur son orientation sexuelle. Oui, ben c'était mal vu encore dans ces années-là. C'était mal vu, oui. Puis ses parents, c'est ça, ils n'étaient pas très, très d'accord parce qu'ils savaient qu'elle voyait Eileen. Ouais. Puis ils le voyaient tout de suite qu'elle était un petit peu problématique, peut-être. C'était pas une bonne influence, mais ils se sont poussés quand même ensemble. Là. Mais c'est ça, là, Eileen, il faut bien qu'elle se trouve une job pour subvenir aux besoins des deux femmes. Ouais. Mais comme je te dis, elle a de la misère à se trouver une job. Elle finit par se trouver une job comme femme de ménage, mais elle trouve que ça paye pas assez. Ouais, qu'est-ce qu'elle va faire? Tu le sais. Retourner à ses vieux souliers. C'est se retourner à ses vieux souliers parce que prostitution, j'ai lu qu'elle pouvait être payée. Être payée entre 200 et 300 $ par jour. Oui. Non, mais c'est... Dans ces années-là, c'était de l'argent quand même. Oui. Ben, ça a tout le temps été vu quand même comme quelque chose qui est payant. Oui. T'sais, on sait tous que c'est sûrement payant parce qu'il y en a beaucoup qui le font encore aujourd'hui. Mais ça vient avec beaucoup de choses, là, on s'entend. Là, Oui. Fait que Taria est d'accord avec ça. Elle n'a pas de job. La femme sa gueule. La femme sa gueule. Elle n'a pas de job, elle se fait vivre par Eileen. C'est ça. Puis Eileen, elle voulait vraiment, hein, tu voyais qu'elle voulait vraiment subvenir aux besoins du couple. Ça, c'était son côté humain. Ouais. Elle voulait vraiment subvenir aux besoins du couple, comme tu dis. À un moment donné, Eileen revient à la maison, au motel. Ouais.
La maison mobile. La maison mobile, parce qu'elle bouge beaucoup. Ouais. Elle revient à la maison avec une voiture, une Cadillac. Taria demande « Hey, elle vient d'où cette voiture-là? » Oui. Aileen a dit « Ah, ben, c'était un de mes clients, puis je l'ai tué. » Vu que Aileen n'était pas connue pour toujours dire la vérité, Taria connaissait quand même bien sa blonde. Elle l'avait pas cru au début. Non, elle pensait qu'elle niaisait. Elle pensait qu'elle C'était niaisait. trop gros pour être vrai. Ben c'est ça, mais en ouvrant les nouvelles, elle a vu comme quoi qu'on avait retrouvé le corps de Richard Mallory à ce moment-là. Mhm. Fait que au début, elle a fermé sa trappe, mais Aileen, à ce moment-là, je pense que c'est là qu'elle a vraiment goûté au... L'homme avait été reconnu pour certaines violences, beaucoup de viols dans le passé. Oui. Alors, oui, à ce moment-là, il aurait pu être violent avec elle. Pour moi, ça devrait jamais se finir avec la mort, peu Non, importe non. comment que ça finit, là. Mais bref, je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a goûté c'était quoi l'argent. Genre, Ouais. je veux dire, elle est partie avec les effets personnels, elle est partie avec la voiture de M. Mallory. Oui. Et puis à ce moment-là, je pense que c'est quelque chose qui a fait un déclic dans son cerveau. C'est là que ça a fait genre, oh, hey, c'est une solution facile pour me faire de l'argent, ça. Oui. Fait que là, pour revenir aux enquêteurs qui ont réussi à trouver le nom de Aileen Wuornos, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que, premièrement, il fallait essayer de la retrouver. On n'avait aucune idée où c'est que les deux femmes étaient. En fait, dans les informations qu'on avait sur Aileen, on a vu qu'elle traînait beaucoup dans les bars, dans le coin de Daytona Beach. Fait que qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? Ça va te faire penser un petit peu à Robert Picton, dans le premier épisode, quand je disais qu'on avait déguisé un policier Infiltré. en infiltré, c'est ça? Oui. On va déguiser un policier, disons, de Mike Joyner. Tout un personnage d'ailleurs. Je sais pas si tu as déjà vu la série Traque au tueur sur Netflix. Je sais pas si c'est celle-là que j'avais vue, mais je l'ai vue en entrevue. Là. Mais bref, on peut le voir dans la série Netflix. Il y a un épisode à un moment donné sur Aileen Wuornos. Oui. Tout un personnage. Dans le fond, il disait qu'il avait fait la tournée des bars à Daytona Beach. C'est ça qu'il allait faire pour essayer de retrouver Aileen. Et puis, là, après une dizaine de jours, ils ont été dans un bar. Ben, il a été dans un bar à Port-Orange, dans le coin de Daytona Beach, justement. Mm-hmm. On sait qu'Aileen traînait beaucoup dans ce coin-là. Puis là, ça faisait une dizaine de jours que, tu sais, il allait dans un bar, qu'il allait dans l'autre. Comme qu'il dit dans le documentaire Netflix, où c'est qu'il y avait de la bière, il y allait. Ouais. Il faisait la tournée des bars. Il faisait la tournée des bars. Et puis, à un moment donné, il arrive dans un bar à Port-Orange. Ouais. Et puis, il voit une femme blonde avec une cicatrice dans le front, à côté de lui. Qui correspond C'est ça. au dessin. Puis, en fait, il y avait sa photo, puis tout, parce qu'elle avait un dossier criminel. Comme je te disais tantôt, il l'avait vu à télé. était in et out de la prison non-stop. Mm-hmm. Et puis quand il l'a vu, il s'est tout de suite fait chummer avec. T'sais, il est allé jaser, il dit « Hey, je peux-tu t'offrir un verre? » Il a joué la game. C'est ça, il a joué la game. Elle était tout seul à ce moment-là. Elle était seule dans le bar. Il s'est mis à jaser avec, se sont mis chummer, puis là, il essayait de la faire parler. Tout le long qu'ils sont ensemble, il essayait de la faire parler. Mais sans succès. Elle faisait juste parler de son amoureuse Taria Moore qui s'était sauvée. Ben, pas que sauvée, mais que la relation était comme mollo. Là. Ça marchait plus ou moins. Ouais, c'est vrai. Et puis, là, ils se mettent à jaser. Puis là, elle, à force de se faire payer des verres, elle dit « Hey, on va-tu dans un autre bar que j'aime beaucoup? » Le Last Resort. Oui, Last Resort Bar. Comme qu'on peut voir dans le film Monster que tu vas nous parler tantôt. Oui. Bar mythique. C'est ça. Fait que, bref, ils s'en vont les deux au bar, à un autre bar. Parce que la madame, elle boit beaucoup. Ouais. Mais tu sais, tout le long, le policier dit qu'elle est vraiment sympathique, il dit qu'elle a vraiment beaucoup de drive, qu'elle est vraiment... Tu sais, c'est une femme qui a du caractère. Ouais. Elle a un genre de charisme à sa façon, là, vraiment particulier, mais quand même. Tu sais, un peu une attitude de barmaid, là, vraiment chumée, genre qu'elle te jase. Ouais, elle a une grande gueule. C'est une grande gueule. C'est ça, elle prend de la place, elle agit comme un... Tu sais, un gars, des fois, que tu vas voir dans un bar puis qu'il a full confiance. Il a le chest bombé. Elle a un petit peu cette personnalité-là. Là. Exactement. Et puis, c'est ça, ils s'en vont au Last Resort, qui est comme une espèce de petit bar de motards. C'est laid.
Quand tu regardes les Une vieille photos. cabane. Ah, c'est ça. Ouais. Mais quand tu regardes les photos là, de ce bar-là, c'est. On dirait que le bar, il fait littéralement 5 pieds de haut. Mais on dirait vraiment une vieille patate à casse-croûte, là, tu sais. Genre. Ça, c'est vraiment un petit cube de Genre. briques. Mais ce bar-là va être important pour l'histoire, par Ouais, exemple. puis il était reconnu, là. Oui, il est encore là aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais. Fait que c'est ça. Ils s'en vont au Last Resort, bien sûr. Notre policier infiltré avertit toutes les escouades, comme quoi il a mis la main sur notre suspect numéro 1, d'avoir causé tous les crimes. Et puis, rendu au Last Resort, il essayait encore d'y tirer les verres du nez. Elle commence à prendre une coupe de verre. Elle est comme dans une situation plus vulnérable. Aussi que il est très, très excellent. En tout cas, on peut voir les vidéos d'origine. Ouais. Il est très, très, très excellent quand il parle. Il est vraiment On très bon. entend les tracks audio aussi quand ils parlent. Là. C'est Ils ça. sont à distance, les policiers, mais on voit les images un peu. Ben, c'est parce qu'il y a un Puis, micro sur l'audio. lui. Ouais, c'est ça. Il y a un micro sur lui, fait qu'on entend T'as toute la tout conversation enregistré. entre lui et elle. Ouais. Mais il est vraiment très, très bon. Et puis, il essaye de tirer les verres du nez, mais il n'y a rien à faire. Genre, il essaye, parce qu'il voit bien que c'est une femme qui va pas bien aussi. Mhm. Mais Elle fait juste rien avouer, dans le fond. elle a rien avoué pantoute. Mais là, on a vu que elle avait été accusée. Comment dire ça? Dans le passé, elle avait été accusée d'avoir transporté des armes sur elle, illégales, puis tout. Fait qu'on avait un mandat contre elle. Mais elle avait jamais été en cours. OK. Elle avait jamais été en cours, fait que les policiers, dans le fond, ils avaient comme le droit de l'arrêter pour ça. Quand il était au bar, là, on va assister à une arrestation spectaculaire Oui. au Last Resort. En sortant du bar, t'as le policier infiltré, t'as Eileen. Mais là, t'as un paquet de policiers qui débarquent, ils disent « Oui, vous êtes arrêté pour possession d'armes illégales. On a un mandat contre vous. » Puis bref, là, elle s'est aucunement débattue. Elle s'est laissée faire tout le long. Ils l'ont mis dans le char de police. Puis pour essayer d'y faire tirer encore... Pour essayer de la faire parler, parce qu'elle jusqu'à maintenant, elle n'a rien dit. Non. Jusqu'à maintenant, elle n'a rien dit pantoute. On embarque le policier infiltré avec en arrière dans la banquette. Ouais. Puis... Pour jouer un peu la comédie. C'est là. ça, pour jouer la comédie, ça soit crédible puis tout, mais encore là, elle dit rien. Non. Le policier va faire semblant de se battre avec les autres policiers pour être crédible. Là, On c'est le voit vraiment... même en vidéo, on le voit même. C'est bien fait, là, c'est vraiment bien fait. Il est excellent, comme je te dis. Ouais. Mais bref, c'est ça, ils embarquent les deux, puis encore une fois, elle dit rien. Mais il y a une chose, par exemple, qu'elle a dit à monsieur Mike Joyner. Elle était très, très, très amoureuse de Taria. Oui. Très amoureuse. On a trouvé son seul point faible. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va réussir à retrouver Taria Moore. On va y parler au téléphone, la police va y parler. Elle était rendue en Pennsylvanie chez sa sœur. OK. Elle avait sacré le camp de la Floride. Elle était rendue en Pennsylvanie chez sa sœur. Puis là, les policiers de la Floride vont y parler. Ils vont dire, écoutez, on sait qu'est-ce que vous avez fait, puis tout. Taria se met à pleurer tout de suite. Elle avoue tout immédiatement, sauf que c'était pas elle qui avait fait les meurtres. Non. C'était sa conjointe. Ouais. Et puis, c'est ça, là, on essaie de faire tout dire à Taria Moore. Mais c'est surtout les aveux de Eileen qu'on veut. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, c'est que aux États-Unis, il y a une loi qui dit que même si t'as pas participé au meurtre, si t'es complice, parce que presque dans tous les meurtres, on imagine que Taria Moore était là. Mhm. Vu que, comme je te dis, dans la voiture, on les a vues les deux femmes ensemble, Ouais. dans la voiture volée. Aux États-Unis, t'as beau ne pas avoir fait de meurtre, si t'es complice, t'es aussi coupable que la personne qui a fait les meurtres. Ouais. Fait que on a fait un deal avec Taria. On va lui dire que si t'arrives à faire parler Eileen, on va te laisser ta liberté. Je veux dire, ta sentence va être beaucoup moins... grosse. Là. En fait, je pense que c'était carrément sa liberté. Ouais, je pense que oui, parce qu'elle n'a pas été en prison. Non, elle n'a pas si été je me en trompe pas. prison, mais... Bref, c'est ça. Elle a accepté le deal, ça a pas pris 2 secondes. Ouais. Comme quoi qu'elle l'aimait pas tant que ça. Elle a témoigné aussi à la cour. Oui, ben, comme quoi qu'elle l'aimait pas tant que ça, Eileen, sûrement. Fait que pendant ce temps-là, Eileen Warner s'est arrêtée pour une autre affaire, parce qu'on peut pas encore officiellement l'accuser pour les meurtres. Mhm.
Mais Taria Moore, on va faire un deal avec elle. Il faut qu'elle convainque absolument Eileen de tout avouer. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va amener Taria dans un motel où elle va téléphoner à Eileen. Les policiers sont tous présents à ce moment-là, sont tous dans la chambre d'hôtel avec elle. Elle va appeler Eileen, puis elle va lui dire que là, je t'aime, mon amour. J'écoute, je m'ennuie tellement de toi. Les policiers sont venus me voir. Ils pensent que c'est moi qui ai tout fait. Je veux pas aller en prison. Mais là, Eileen, elle a tu sais, on la sent dans sa voix quand elle parle, qu'elle est vraiment. Mais Elle est touché. émotive. Ouais, ouais, c'est Elle ça. est émotive, elle est déchirée. Puis à un moment donné, elle finit par dire écoute, je vais tout avouer. Je veux pas que tu ailles en prison. Inquiète-toi pas. Puis je pense que ses derniers mots, c'était on s'en reverra probablement jamais. Ouais. Puis ça a à peu près 1 heure après que Eileen était en prison, comme je te dis, pour un autre mandat. Mais elle va accoster un policier, puis elle va lui dire écoute, j'ai de quoi admettre. Elle a admis tous les meurtres. Oui. Elle a dit que Taria avait rien à voir avec ça, puis que c'était toute elle qui avait fait tous les meurtres. Ça va être une scène assez émotive parce qu'on la voit Oui. vraiment pleurer, puis elle dit je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est comme, c'est ça, on dirait qu'elle est en transe en même temps d'avoir des vraies émotions. Tu sais, elle est proche, elle est sensible quand même. Elle est proche de ses émotions, puis en même temps, quand elle tue, la vie, elle la voit autrement. On dirait que c'est comme s'il y aurait deux façons qu'elle voit. Mais je pense que son point faible, on dit son tendon d'Achille ou son talon d'Achille, C'était Taria. c'était Aria. Puis c'est là que ça y a scié deux jambes. Ah, c'est ça y a C'est aussi. à cause, grâce à ça, grâce à elle un peu, Taria, que ça l'a mené aux aveux. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et puis, c'est ça. Après ça, vous comprendrez que Eileen est officiellement accusée des 7 meurtres que je vous ai parlé. Oui. Au procès, Eileen va se sentir. Ah, tu disais scier 2 jambes. Là, Oui. c'est plus que les 2 jambes. Je pense que c'est scier au complet parce Ouais, que ouais. elle va voir sa blonde devant à côté du juge en train de la pointer du doigt puis en train de l'accuser complètement. Mais ça Genre, faisait partie du deal, hein? c'est ça faisait partie du deal. Puis à ce moment-là, ben, on peut voir Eileen Wuornos qui se lève puis qui a fait un gros fuck you à tout le monde puis surtout ouais. à sa blonde, ben à Ouais. son ex. Ouais, c'est ça. Ben, c'est frustrant, c'est sûr, là. Elle s'en va dedans pour le reste de ses jours. Exactement. Mais tu sais, elle n'a jamais cessé de l'aimer. Non, c'est ça. Puis on n'aura jamais vraiment su non plus c'était quoi les motivations de Eileen d'avoir tué les 7 hommes parce que certains hommes ont reçu jusqu'à 9 balles. Oui, oui. 9 balles. Puis est-ce qu'on a la preuve qu'elle a été victime de plusieurs choses par ces hommes-là? Elle va dire, elle va dire dans le fond que tous les hommes ils se sont montrés violents avec elle, qui ont essayé de la violer, qu'ils ont essayé de la tuer. Tu sais, le premier, le Richard Mallory, on a vu qu'il y avait un casier judiciaire puis tout. Mais là, 7 en 7 en 1 an. Parce que tous les c'est événements qu'on l'acharnement, raconte, là. c'est 9 ça. balles, c'est l'acharnement. Puis je pense peut-être qu'elle y a pris goût. Fait qu'on va laisser Mel continuer avec sa capsule. Oui, fait qu'on va y aller avec Mel Carendi pour la capsule téléphonique qui va nous parler d'Eileen Wuornos et le profil psychologique de celle-ci, Mel, qui est spécialiste en PNL, donc programmation neurolinguistique. Donc, la voici. L'appel téléphonique avec Melissa Carinzi. Alright, mesdames et messieurs, on est rendu à l'appel téléphonique avec Melissa Carenzi. Donc, elle est en onde. Bonjour, Melissa. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. Salut Mel. Donc, on est bien content. On est très curieux aussi de savoir qu'est-ce que tu vas dire par rapport à Eileen Wuornos et d'où ça part et qu'est-ce qui aurait pu mener à tout ça. Ben oui, ben écoute, moi, Eileen Wuornos, là, qu'est-ce que j'ai pu observer, c'est qu'elle a eu une enfance marquée par la violence et la négligence, un peu comme Gab en a parlé un petit peu tantôt. Elle, dans le fond, elle est née dans une situation très précaire. Son père était un criminel, c'était aussi un pédophile. Il a été en prison, donc Eileen, elle n'a pas vraiment connu son papa. Sa mère était très absente également.
Je pense que vous en avez parlé aussi un petit peu, qu'elle était alcoolique, ces choses-là. Oui. Donc, c'était pas vraiment une famille très aimante. Elle a été adoptée en très jeune âge par ses grands-parents. Elle a grandi dans des conditions très difficiles. Son père s'est aussi suicidé avant sa naissance, en fait. Là, donc, elle n'a pas vraiment connu son papa, comme je disais. Puis, elle a subi des abus aussi par son propre frère. Ce qui est assez intense parce on s'entend qu'habituellement, un frère, c'est supposé nous protéger et pas nécessairement. C'est un peu bizarre leur relation. Tu sais, je pense qu'elle aimait beaucoup son frère, mais c'est un peu nébuleux tout ça. Là. Ensuite de ça, elle aurait été aussi violée par l'ami de son grand-papa. Oui. Et elle a tombé enceinte aussi de lui. Je pense qu'elle était âgée de 12 à 13 ans. Puis elle a dû abandonner son enfant parce que ses grands-parents n'étaient pas d'accord de garder l'enfant. Donc, être âgé de 12 à 13 ans enceinte et pas pouvoir voir ton enfant, déjà là, on sait que ça peut être aussi une problématique. La mère qui veut pas, on n'a pas notre enfant à la naissance, on peut pas l'avoir. Donc, ça a pu créer une cassure aussi dans l'âme d'une maman, même si elle était en jeune âge. Donc, on va en reparler un petit peu plus tard de tout ça. Puis là, je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de savoir de quoi souffrait Eileen, selon plusieurs experts. Il y en a qui ont suggéré que Eileen, dans le fond, elle pouvait souffrir de troubles de la personnalité antisociale. Donc, tu sais, les individus qui souffrent de ce trouble, sont souvent atteints, dans le fond, de comportements impulsifs. Oui. Ils ont un manque d'empathie, ils ont tendance à enfreindre les lois sans remords. Donc, Eileen a montré à plusieurs de ces caractéristiques-là dans toute sa vie en tant que telle. Il y en a beaucoup qui vont dire qu'elle n'avait pas de remords pour ses crimes, mais moi, je vais en parler un petit peu plus loin. Le cas de Aileen Wuornos me touche beaucoup, donc je vais tout décortiquer tout ça pour essayer de comprendre un petit peu plus la personnification du personnage qu'elle s'est créée avec le temps. Donc, elle disait souvent qu'elle justifiait ses meurtres en affirmant qu'elle se défendait contre des agressions sexuelles, ce qui suggérait une vision, dans le fond, du monde vraiment marquée par la méfiance et la violence. C'est comme si elle avait créé ça. Elle était méfiante des hommes. Mm-hmm. Ensuite de ça aussi, qu'est-ce que j'ai pu voir, c'est qu'elle était diagnostiquée aussi d'un trouble de la personnalité borderline par certains psychiatres. C'est des émotions intenses et instables et aussi une très forte peur de l'abandon. Vu qu'elle avait des relations interpersonnelles chaotiques, on s'entend avec sa mère, ses grands-parents. Elle a été abandonnée toute sa vie. Oui. Exactement. Donc, elle a vécu beaucoup de relations tumultueuses, souvent caractérisées par d'énormes violences, et ça a créé une dépendance émotionnelle en quelque sorte. Elle avait également des accès de colère et des comportements très impulsifs. C'est des grands traits de la personnalité, justement, borderline. OK? Ensuite de ça, comme j'ai mentionné un peu plus haut, là, les meurtres commis par Eileen ont été souvent décrits comme étant une partie motivée par un désir de vengeance envers les hommes. Selon elle, elle disait qu'elle, dans ses témoignages, qu'elle avait été abusée, qu'elle avait été violentée. Fait qu'elle évoquait souvent le fait qu'elle se défendait. Oui, mais je sais que, comme tu disais tantôt, il y en a qui voyaient ça comme... Il y en a qui voient ça comme elle voulait prendre de l'argent ou comme elle voulait. Elle avait comme. Oui. Oui, en fait, c'est ça. C'est vraiment un cas qui laisse mitigé. Je veux dire, c'est ça. Je pense que les deux réponses sont bonnes. Est-ce que ça se peut que ce soit fait violenter? Ça se peut. Mais est-ce que c'était juste pour voler l'argent? Ça se peut aussi. C'est ça. On ne saura jamais. En fait, moi, si j'analyse le profil d'Eileen, je vois vraiment qu'elle a créé un genre de mécanisme de défense. C'est comme si elle se percevait comme une victime constamment. Ça justifiait le fait qu'elle devenait violente. Oui. Mais en même temps, elle a été victime de plein de choses toute sa vie. T'sais. Exact. C'est ça qui est comme autant qu'on peut l'haïr qu'on peut comprendre. C'est ça qui est bizarre. Oui. Puis, tu sais, Eileen, dans le fond, elle a souffert d'une grande instabilité émotionnelle puis une dépendance envers des relations abusives. Fait que, tu sais, elle s'est liée de manière intense à des partenaires, OK, dont, exemple, Tyra, là. Tyra Moore. Tyra Moore. J'ai de la misère à dire son nom à chaque fois. Oui, juste mettre ton dentier, s'il te plaît. C'est pas toute la même. Tyra Moore. Tyra Moore. Comme Tyra. Ben, c'est ça. On s'entend qu'elle a partagé... arrête de me niaiser, toi, là.
on s'entend qu'elle a partagé une relation complexe, puis vraiment comme, tu sais, c'était une dépendance affective qui était malsaine. Tu sais, Ouais, c'était comme, vraiment. puis elle avait comme besoin de validation. Tu sais, elle validait ce que Tyra lui disait. Tu sais, c'était néfaste leur relation en quelque sorte. Ouais. Puis il y a aussi, il y a beaucoup d'experts qui ont suggéré que Aileen Wuornos avait peut-être souffert aussi d'un syndrome de stress post-traumatique parce qu'en raison des viols qu'elle aurait vécus puis des traumatismes répétés dans son enfance. Mhm. Puis, dans le fond, le syndrome stress post-traumatique, c'est souvent lié à des expériences de violence extrêmes puis répétées. Mhm. Fait que, dans le fond, ça aurait pu faire une partie. Tout ça, le fait qu'elle a vécu tout ça, ça peut avoir eu des répercussions avec la personne puis la femme qu'elle est devenue à travers le temps de ses actions. Tu sais, on en parlait aussi tantôt, là, comme quoi qu'elle a été abandonnée très jeune. Oui. L'abandon, toute sa vie, elle a été abandonnée. C'est par ses parents, ses grands-parents, son frère est décédé. Tu sais, elle a eu beaucoup de... Oui, vas-y, Gab. En fait, tout le monde est décédé. Mhm. En fait, sauf sa mère biologique qu'elle n'a jamais reparlé. Là, mais je veux dire, son père est mort, Mhm. son frère est mort, sa grand-mère est morte, puis son grand-père aussi est décédé. Ils sont tous décédés, toute sa famille. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, ça a pu créer un sentiment de dépendance affective. Puis, tu sais, ça l'a pu créer justement que elle se sentait tellement abandonnée par tout le monde que c'est comme si pour elle, elle pouvait jamais avoir quelqu'un près d'elle. Tu sais, un peu avec la relation qu'elle avait avec Tyra, elle avait tellement peur qu'elle parte. Tu sais, Ouais. c'était tout le temps comme elle essayait de la garder près d'elle. Fait que c'est pour ça peut-être que Ouais, c'était sa seule personne. c'est ça, Tu sais, exactement. C'était sa bouée de sauvetage. Ben, c'est ça. Puis tu sais, quand on parle qu'elle était rendue toute seule, fait qu'en plus d'avoir été violée, ce qui est très difficile, tu sais, il y a des gens qui se sont déjà fait violer dans le monde, là, juste violés, puis ils ont quand même des familles aimantes. Là, on se retrouve avec une personne qui a été violée, je pense, plusieurs fois dans sa vie, puis il n'y a plus personne autour d'elle dans son cercle pour l'aider. Puis là, tu as Tyria qui arrive, puis c'est comme, c'est C'est comme un havre de paix. c'est la lumière au bout du C'est tunnel, ça. mais finalement, le tunnel va revenir après. Ben, exactement. Puis, tu sais, où il y a une autre affaire aussi, c'est que, tu sais, malgré qu'elle était entourée quand même de personnes, ben, elle était profondément seule, Aileen, tu sais. Puis, son sentiment de méfiance envers les autres, ça a compliqué son lien affectif qui aurait pu être sain. Parce que je suis de l'avis des personnes qui pensent que si Aileen aurait grandi dans un milieu sain, je ne crois pas qu'elle aurait développé autant de monstruosité envers les autres. De rage. Donc, c'est mon avis. J'aurais été très surpris. Très moi surpris. aussi, je suis totalement d'accord. Donc, pour parler plus de mon volet, qui est la PNL, donc j'ai essayé de trouver les croyances limitantes que Aileen a pu avoir de son enfance, admettons, à l'âge adulte. Puis, il y en a une qui m'a sauté aux yeux puis qui me touche profondément, c'est qu'elle ne méritait pas d'être aimée. Donc, je ne mérite pas d'amour. Vu qu'elle a été abandonnée par ses parents, maltraitée, victime d'abus, ces événements, dans le fond, ils ont pu renforcer l'idée qu'elle ne méritait pas l'amour puis la bienveillance. Fait que cette croyance limitante-là pourrait avoir influencé ses relations amoureuses et ses comportements à l'âge adulte. Puis elle semblait se retrouver dans des situations abusives et violentes. Cette croyance-là elle peut aussi expliquer pourquoi elle a cherché à se prouver de manière destructive, dans le fond, elle croyait qu'elle ne méritait pas d'être aimée ou protégée. OK. Donc, c'est la grosse croyance que j'ai vue par rapport à elle. Ensuite de ça, les hommes sont dangereux et veulent me faire du mal. Ça, c'est la deuxième croyance que j'ai pu remarquer de Aileen. Donc, comme elle a vécu des abus, ça, c'est pas clair, mais son grand-père, je pense qu'il était quand même assez violent avec elle. Oui. Les hommes étaient violents avec elle en quelque sorte. Son propre frère qui a couché avec, mais ça, c'est pas clair, les deux ensemble, la relation qu'il y avait. C'est une relation à inceste. Oui, Oui, ben oui. puis tous les hommes de sa vie, c'était ça. C'était comme pas clair. Elle a eu C'était aucun pas, modèle masculin de saint. Non, aucun. Aucun. non. Donc, c'est pour ça qu'elle avait la croyance les hommes sont dangereux et veulent me faire du mal. Ouais. Ensuite de ça, une autre croyance que j'ai pu voir, je suis condamnée à une vie de souffrance. Puis, tu sais, cette croyance-là, je la trouve quand même assez dure à dire, mais c'était quand même ça. Tu sais, là, vous avez vu le film, comment, tu sais, peu importe là, qu'est-ce qu'elle vivait, c'était toujours de la souffrance comme n'importe quelle situation qu'elle allait, c'est qu'elle souffrait à l'intérieur d'elle. Dans le fond, elle recherchait l'amour, de se sentir aimée, mais c'était jamais ça. Elle n'avait pas l'équation de c'était quoi l'amour pour elle, parce qu'elle n'a jamais vécu ça.
Donc, c'est ça. Par rapport à ses croyances, c'est sûr que j'ai le plus vu. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou non? Je peux pas poursuivre. Oui, oui. Tu peux poursuivre. Ben oui. OK. Puis ensuite de ça, pour parler des métaprogrammes, vous vous rappelez que ce sont des filtres mentaux qui influencent la manière dont une personne perçoit le monde. Oui. Donc, ce que j'ai pu observer, elle avait le métaprogramme réactif. On l'a dit tantôt, elle était très réactive. Oui. Dans le fond, Très oui. impulsive. Vu qu'elle a vécu une enfance marquée d'abus, ça a créé une réponse émotionnelle impulsive et défensive. Elle était toujours sur la défensive. Mhm. OK? Ses meurtres étaient souvent justifiés par une perception de menace imminente. C'est comme si elle se sentait constamment attaquée. Donc, elle était toujours en réaction émotionnelle. Oui. OK. OK? Ensuite de ça, un autre que j'ai vu, c'est direction vers l'évitement. Dans le fond, Aileen semblait souvent plus motivée par la peur ou par éviter les menaces que de la recherche d'objectifs positifs. Donc, OK. elle voulait éviter de vivre une situation. Elle voulait éviter de vivre. Elle se vivait, dans le fond, elle se percevait comme une victime constamment. Donc, Automatiquement, ouais. Ouais. oui, c'est ça. Fait automatiquement, elle se sentait menacée. Fait que déjà là, elle avait déjà cette conviction-là en elle qu'elle était une victime. Donc, peut-être que le premier qui l'a comme maltraité, on se rappelle, le premier qu'elle a tué, oui, il l'a traité comme vraiment dégueulassement. Là. Ouais. Mais est-ce que les autres, ça a été comme ça? On ne saura jamais, on ne sait pas, c'est ce qu'elle nous dit. Mais dès le départ, dès qu'elle était proche d'un homme, elle se disait, bon, ça y est, il va me violer, il va m'abuser, il va, tu sais, c'était automatiquement Elle était dans sur son ses dans sa gardes. façon. Ouais. T'es tout Elle le temps était sur toujours ses sur gardes. ses gardes. Ben, c'est ça. Même elle, quand elle va avoir admis tous ses crimes, elle va dire que même elle sait même pas pourquoi elle a tué ses victimes. Ouais. Ben, t'es peut-être en transe, tu sais. C'est comme un genre une adrénaline ou un est ailleurs, là, quand C'est elle fait ça. ça. Là, Ben, fait tu sais, c'est ça. On est tous mixed feeling. Mais je veux Ouais. dire, moi, je suis plus de votre avis aussi, là, mais Ouais. je veux dire, Mhm. même elle sait même pas pourquoi elle a fait ça. C'est ça. Ben, c'est ça. C'est assez complexe comme situation, comme vie qu'elle a vécue. On peut pas non plus se mettre à sa place, Non. mais je suis quand même capable d'être empathique de tout ce qu'elle a pu vivre. Et je sais pas si moi, j'aurais passé à travers. Tu comprends? Donc, tu sais, ça l'a fait en sorte qu'elle a eu aussi le métaprogramme de rigidité. Tu sais, Aileen, dans le fond, elle avait une mentalité rigide en ce qui concerne ses croyances et comportements. Elle a du mal à changer sa perception du monde. Elle restait vraiment figée dans une vision de victime et d'agresseur. Fait que cette rigidité mentale, là, ça peut l'avoir empêché de trouver des alternatives saines pour gérer ses émotions et ses relations. Fait que c'est comme si elle était tellement rigide dans sa façon de penser, elle avait son propre modus operandi, puis elle répétait les mêmes schémas, les mêmes affaires. Oui. Donc, c'est tout ce qu'elle connaissait, en OK. fait. Puis, en conclusion, dans le fond, ce que moi j'ai vu par rapport au métaprogramme, c'est qu'elle était vraiment orientée vers la survie. Sa vie, c'était ça. Je Mhm. dois survivre. Ouais. Elle était pas capable de s'arrêter. Elle était tout le temps partie. Ouais. T'es tout le temps sur le. Elle est en sur le cavale. flanc. Ben, c'est ça. Elle était en cavale. Puis même si tu n'aurais pas fait de meurtre, t'étais comme en cavale tout le temps. Ben, Tu c'est sais, ça. Elle n'a jamais eu de domicile fixe. Tout Non. le temps partie. Puis, comme je disais tantôt, elle a fait 6-7 États. Où c'est qu'elle a habité? Mhm. C'est fou, là. Ah oui. Ben, C'est habiter ça, entre, elle n'avait pas entre guillemets. d'ancrage. Oui. Elle n'a jamais eu de stabilité. Non. Jamais. Jamais. Puis, pour en finir, par rapport au système de représentation, j'ai remarqué qu'Aileen était très visuelle. Donc, ce que j'ai pu voir, c'est qu'elle voyait vu que, mettons, elle voyait la violence un peu partout, en raison de on s'entend, de son passé abusif, traumatisant. D'après moi, elle a pu peut-être visualiser des images menaçantes ou violentes, ce qui aurait contribué à renforcer sa vision du monde comme un endroit hostile et dangereux, dans le sens que c'est comme si, mettons, quand elle vivait des situations avec des hommes, c'est comme si les images remontaient de sa violence. Mhm. Donc, c'est ce qui pouvait causer le fait qu'elle avait des colères extrêmes et après ça, elle s'acharnait. Parce que moi, j'ai connu là, des femmes qui ont été violées et tout, là, donc, tu sais, malgré que ça peut faire des années, ça peut faire remonter le souvenir à la surface, puis Ouais. tu vis le moment présent comme tel quel. Donc, peut-être que ça a pu faire en sorte qu'elle avait des images mentales qui la programmaient à « je dois me défendre et je dois… » Fait que
c'est pour ça que j'ai de la difficulté à croire qu'elle faisait juste ça pour voler ou que, tu sais, j'ai comme l'impression que oui, elle voulait faire de l'argent pour payer ses affaires, ces choses-là, mais j'ai Ouais. comme l'impression qu'il y avait vraiment une maladie mentale vraiment profonde tu sais, qu'elle avait vraiment vécu aussi un traumatisme. Donc, elle le faisait par je dois survivre. Donc, Ouais. c'était pas mal celui-là que j'ai vu. En conclusion, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que le cas d'Aileen me touche vraiment beaucoup. Non seulement par la violence qu'elle a subie, mais par la manière dont la société a contribué à son parcours tragique. Ouais. Ben, M'explique, ça en va être tant de que, loin. Ouais, continue. oui, ben, tu sais, en tant que femme, là, ben, il est impossible pour moi de ne pas voir à travers son histoire un reflet de la condition féminine d'hier à aujourd'hui. Mhm. Tu sais, Warnock, là, elle a grandi dans un monde qui l'a rejeté, exploité et laissé sans protection. Son enfance marquée par les abus et la négligence l'a menée sur une route où la survie devenait son seul moteur. Ouais. Dans une société où les femmes sont souvent réduites à des objets de désir et de consommation, son parcours là, au complet à Aileen illustre à quel point l'absence de soutien et de la répétition de violences peuvent mener à l'irréparable. Donc, c'est pour ça que moi, le cas de Aileen me touche vraiment beaucoup, parce que je me mets dans la situation qu'elle a pu vécu dans les années où est-ce qu'elle était, où est-ce que la femme était réduite quasiment à rien. Je peux comprendre un petit peu dans quel état elle pouvait se retrouver. Donc, voilà pour moi le cas de Aileen Wuornos, qui est assez particulier et que je ne pouvais pas ne pas parler de la condition féminine, étant moi-même une femme. Donc, voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, les hommes? Ben, moi, je pense que ça va être probablement un des gros cas que tu vas faire pendant notre saison. Oui. Puis un cas féminin, sont plus rares, là, tu sais, qui ont fait jaser beaucoup. Oui, oui. Il y en a, mais Aileen Wuornos, ça Un peut cas être. comme Aileen Wuornos, il y en a C'est un gros cas. Il y en a pas 100 comme Dans le côté féminin, c'est un gros cas. Oh oui. Donc, ben merci Mel pour ton analyse. Ça me fait plaisir. Donc, on se voit à la prochaine épisode. Merci. Merci. Bye. Bye bye. Donc, c'était l'analyse intéressante de Mel Carenzi sur Aileen Wuornos. Quelle enfance. Quel mix de folie. Ben, comme on disait tantôt, tu sais, on parlait que soit un tueur naît comme ça ou ton environnement va te rendre comme ça. Ouais. Ben là, t'as ta réponse pas mal. Là. On a notre réponse, puis je pense que le pourcentage de l'influence de l'enfance, là, il est élevé. Ben, Très de sa élevé. vie au complet. Ouais, de sa vie. Je pense que toutes ses décisions sont liées quasiment à son enfance, là, les mauvaises décisions. Oh, oui, c'est sûr. Mais avant de passer à mon volet cinématographique, Oui. j'aimerais ça qu'on poursuive aussi avec la fin du procès. La fin du procès, elle va être. Son avocat, premièrement, va réussir à la blanchir pour Richard Mallory, son premier meurtre, car l'homme va avoir été accusé dans le passé de violence criminelle puis de viol. Mhm. Mais par contre, les 6 autres, elle va être condamnée à 6 chefs d'accusation, 6 peines de mort. Pas une, 6. Oui. Déjà une, c'est en masse. Oui, puis elle va avoir eu très mauvaise presse aussi avec les médias parce que, vu que c'était une prostituée, vu qu'elle était lesbienne, Oui. dans ces années-là, la presse avait écrit dans le journal, crois-le ou non, la prostituée lesbienne accusée de 6 chefs d'accusation pour la peine de mort. Oui. Tandis que on a des tueurs comme Ted Bundy, que dans le journal, on peut lire le charismatique Ted Bundy condamné à mort. Ouais. Tu vois la différence de langue qu'on utilise pour chaque personne. Hein? Oui. Non, c'est différent. Fait qu'elle va être condamnée à 6 peines de mort. Et puis, en sortant de là, elle va essayer de se défendre pendant des années. Oui. Mais là, à un moment donné, elle en peut plus. Elle dit, écoutez, je veux mourir. Ouais. Elle dit carrément ça, je veux mourir. Puis, à la date... Et de toute façon, elle était aussi, était aussi condamnée à mort, à exécution à la base. Oui, elle était condamnée à mort.
Injection létale. C'est ça, mais tu sais, elle va essayer quand même de se sauver, au moins d'avoir juste la prendre de prison à vie. Ouais, au départ. Ça fonctionnera pas. Non, évidemment. Et puis, en 2002, à la date de son exécution, le 9 octobre 2002 exactement, Oui. avoir le droit à un repas gratuit avant ses dernières heures, Oui. elle va refuser. Oui. Elle va dire que tout ce qu'elle veut avoir, c'est une tasse de café. C'est de ça, j'allais dire. Elle voulait seulement un petit cup de café noir. Juste un café. Oui, C'est exactement. tout ce qu'elle veut. Puis avant de mourir, elle va dire une phrase assez bizarre, merci, que j'ai en note juste à côté de moi ici. Nomme-la. Elle est très particulière. Je sais pas d'où ça sort non plus. Honnêtement, j'ai encore de la misère à comprendre. Oui. Là, dans le fond, c'était en anglais. Je l'ai traduit ici. Oui. Oui, je voudrais juste te dire que je navigue avec le rock et je reviendrai comme dans Independence Day, qui est un film, avec Jésus, le 6 juin. Comme dans le film, un gros vaisseau mère et tout. Je reviendrai. Ceci a été les derniers mots de Aileen Wuornos avant de mourir. Elle était plus là. Elle était plus là pantoute. Je Les sais. psychiatres, Je sais pas s'ils l'ont analysé, hein, ces paroles-là. Oui, ben ça a été analysé par des psychiatres, puis ils ont tout simplement dit qu'elle était rendue complètement plus là. Genre, la folie... La folie avait pris le elle était dessus. tellement Ben, brisée. pendant des années de prison, ça peut faire bien des affaires. Là, Tout ça, mais c'est une femme brisée. C'est une femme qui était déjà brisée à la base. D'aplomb. Mais là, elle était plus que brisée. Et là, c'était... Genre, oh ya, bestie. Genre, je dis qu'est-ce que je veux. Merci, bonsoir. Je m'en vais anyway. Ouais. Fait que ce qui nous amène à la mort. La mort. Après ça, de Aileen Wuornos. Ben, c'est ça. Comme je viens de vous lire, la dernière phrase qu'elle a dit qui fait absolument aucun sens. C'était son dernier. Va être exécutée par injection létale le 9 octobre 2002. Ouais. Et puis en 2003, va sortir... Va sortir une œuvre. Oui. Là, donc, on rentre dans le volet cinématographique. Moi, tu m'avais parlé de ce film-là avant, une couple de semaines avant l'épisode. Puis, je savais pas si j'allais l'écouter avec full ben, dans le sens, au début, il m'avait l'air très normal, le film, très ordinaire. Puis quand tu me dis, puis en plus, tu me dis, moi, je suis pas un gars qui, malheureusement, je sais qu'il y a des fans de films en anglais. Puis je suis pas un gars qui écoute des films super en anglais. Puis moi non je plus, l'ai écouté. absolument. Puis j'ai trippé ma vie. Je te l'ai dit, je t'ai écrit après ça en message, puis je t'ai dit, je pense qu'il rentre dans mon top 20 à vie. Moi, c'est dans mes top 5, honnêtement, Ouais. des meilleurs films. Surtout que c'est une histoire vraie. Charlize Theron est hallucinante. Oui, premièrement, elle est hallucinante. Puis, je vais en parler beaucoup, mais j'aimerais juste ça commencer par, premièrement, au niveau cinématographique, ce qui est sorti au départ, ça a été avec Nick Bloomfield qui a sorti un documentaire. Il en a sorti 2. Je vais y revenir sur... je vais faire le lien tout de suite. Le premier, ça a été Aileen Wuornos, The Selling of a Serial Killer. Ça a été un documentaire qui a été sorti en 1992. Puis ça parle surtout de l'histoire d'Aileen Wuornos, de l'enfance à ses meurtres, puis sa mort. L'histoire globale. Après ça, il y a eu, dans le fond, il y a eu Patty Jenkins qui commençait à concevoir un film qui allait s'appeler Monster, qui est en 2023, qui mettait en vedette... 2003, pardon. En 2003, qui mettait en vedette Charlize Theron et Christina Ricci. Oui. Donc, pour ceux qui... Ben, la plupart connaissent Charlize Theron. Christina Ricci, pour mettre visuellement, c'est elle, la petite fille qui jouait dans Casper. Elle ressemblait pas pantoute à Terry. Non, pour vrai. Ça, par contre, tout ressemble. Charlize Theron a été métamorphosée. Oh mon Dieu. Mais pour vrai, Christina Ricci, il ressemble pas du tout. Je m'attendais pas à ça. Surtout quand je voyais en procès Terry O'More. Je trouve pas que ça concordait tant, mais en tout cas, c'était pas grave. C'était pas le... Bref, ça a été sorti. Et je tiens à dire, déjà, au niveau des statistiques, ça a été phénoménal parce que Charlize Theron a gagné l'Oscar de la meilleure actrice. Ouais, et c'est le jour... Oui, puis elle l'a gagné le jour de l'anniversaire d'Aileen Wuornos. L'Oscar a été gagné, ou remis, si je ne me trompe pas, le 29 février 2024. Oui, le 29 février, c'est ça que je voulais dire. Elle est née le 29 février.
C'est une date assez spéciale, merci, ça. Oui, je pense que c'est pas le jour de l'année bissextile. C'est quelque ça, chose de même. exactement. Ouais. Fait que, elle a eu. Fait que ça fait vraiment un beau petit clin d'œil Ben à ça. Puis c'est ça, le film a été réalisé par Patty Jenkins. Patty Jenkins, c'est une réalisatrice qui a fait Wonder Woman. Mhm. Les 2 ou 3 Wonder Woman. Elle a fait d'autres films. Donc, elle a mis aussi en valeur cette femme-là. Mis en lumière cette femme-là. Puis je tiens à dire que c'est je pense, pour le moment, la performance de Charlize Theron de sa vie. Ah, elle est Euh, excellente. ça a été. Elle a gagné une 30aine de prix. Juste elle. Ça, c'est à part les prix qu'a gagné le film. Elle a pris 30 livres pour son rôle, 10 livres du côté, à peu près. 30 prix, 30 livres. Ouais, entre 25 et 30 livres, c'est ça que j'avais vu. Puis Christina Ricci aussi, une dizaine de livres. Là. Ouais. Puis c'est ça. Puis dans le fond, même, elle l'a rencontré, tu sais, je parlais du documentaire de Nick Bloomfield, elle l'a rencontré pour l'aider à fabriquer son rôle. Parce que lui, il l'avait sorti déjà en 1992. Puis c'est drôle parce qu'il a sorti un deuxième documentaire, lui, la même année que Monster, en 2003, qui était Life and Death of a Serial Killer, qui parlait vraiment du couloir de la mort. Ouais, l'état la vie et la mort psychologique. de... Ouais. C'est ça. Fait que probablement qu'il parle de la phrase un petit peu spéciale qu'elle disait là, avant sa mort. Fait que... C'est ça. Fait que Patty Jenkins, elle, la réalisatrice qui a fait Monster, avait rencontré Aileen Wuornos avant son film pour faire plus de recherches. Et la veille de son exécution, elle lui a laissé l'accès aux lettres qu'elle avait écrites pendant 12 ans à sa meilleure amie quand elle était en prison. Charlize Theron en a bénéficié là, parce que à cause de Patty Jenkins. Certains ont dit qu'elle l'a vu. Que Charlize Theron, elle l'a rencontré Aileen, mais c'est pas vrai. Elle l'a pas rencontré. Elle a juste eu accès, par exemple, aux lettres pendant les lettres qu'elle avait envoyées à sa meilleure amie. Et ça l'a énormément aidé à recréer le rôle d'Aileen. Charlize Theron a aussi mentionné en entrevue, je ne sais pas si c'est à CBC News ou CBS News, que quand elle a vu le script de Patty Jenkins qu'elle avait écrit, elle pensait même pas que c'était vraiment basé sur une histoire, une vraie personne. Tellement que c'était l'enfer. Tellement que c'était capoté. Ouais, tellement que c'était capoté. Puis je tiens à vous souligner, vous allez voir, là, tu l'as vu qu'elle a pris du poids, mais le maquillage aussi il était sacoche. Elle ne se ressemble pas pantoute. Elle ne se ressemble pas. Hey, tout le monde connaît Charlize Theron, c'est une beauté. Oui. Puis elle a réussi à me dégueuler quasiment. Sans dire qu'Aileen Wuornos, c'était pas une belle femme, c'était pas la plus belle. Mais c'est parce qu'elle était très loin d'elle-même, Charlize Theron. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça a été l'enfer. Puis justement, j'ai noté ici sur ma feuille que la costume designer, puis tout ce qui est habillement, maquillage, c'était Ronna Meyers. Elle a été connue aussi pour avoir participé au film Fight Club, Armageddon, Pearl Harbor, Bad Boys, Ace Ventura. Puis c'est ce qui complète pas mal le film Monster. Si vous voulez un plus récent, il y a Aileen Wuornos, American Boogie Woman, qui parle de l'aspect du mariage avec le vieillard de 69 ans. 69 ans. Ça, c'est un film de 2021. Je ne l'ai pas vu encore, mais il parle vraiment de ce volet-là. C'est avec Peyton List, celle qui joue dans Cobra Kai. Mais ça, on le voit pas dans Monster. Ça. En fait, on le voit pas pantoute. On voit plus vraiment sa vie adulte. Ouais, on parle même pas d'enfance. Non. Fait que, tu vois, mais c'est cool. Parce qu'il parle d'un autre volet. Ouais. Mais ouais, l'enfance, on l'a pas vu en film. Monster, on voit surtout sa vie adulte. Mais pour vrai, si vous voulez voir un très, très, très bon film, honnêtement, Charlize Theron est hallucinante. Comme je le disais tantôt, on voit vraiment la femme impulsive, colérique, un peu comme une bombe à retardement. On voit un paquet de nerfs. Là, tu le vois. Ouais. Tu vois, on va voir. Si je me trompe pas, je l'avais lu un peu dans des forums puis tout ça, mais je pense qu'on voit le Last Resort Bar. Oui. Le bar dans lequel ça s'est vraiment passé. Puis on voit, il y a la rencontre avec Christina Ricci qui fait un Rhea Moore dans le bar gay. Ouais. Puis on voit tout ça. Donc c'est un super de bon film. Puis je voulais dire aussi, le rôle de Tyria Moore, joué par Christina Ricci, a failli être joué par Brittany Murphy et Kate Beckinsale, que je t'ai déjà montré. Oui. Puis c'est les trois des pétards. Les trois des pétards.
Puis, ça aurait coûté cher de masque. Ouais. Mais, ouais, ça fait. Ils ont été. Ah non, c'est vrai. Ça aurait pas été pour Charlize Theron, ça aurait été pour Tara Moore. Oui, Fait qu'il c'est aurait pu- encore pire. Ouais, ils les auraient mis pas maquillés, je pense. Mais. Et sacrement. Ouais. Ben, elle Ouais. avait le look cheveux courts, mais tu sais, elle était un petit peu plus grossette, je pense, Tara Moore. Petite affaire. Puis Christina Ricci est petite. Est Ah, vraiment non, ça petite. fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas pantoute. Mais elle était bonne, très Oh bonne oui, dans elle son était rôle. bonne actrice, mais je veux dire, si mettons, vous connaissez l'histoire d'Eileen Wuornos et Tara Moore, si vous C'est pas deux belles Madame Chic, là. tu sais. Comme je disais tantôt, Eileen Wuornos, c'était pas une femme laide, mais je veux dire, c'était pas la plus belle femme au monde, mettons. Non, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui est très drôle, j'ai vu ça juste avant qu'on commence à enregistrer l'épisode qui avait sorti. Le Last Resort Bar, il avait fait une édition limitée d'une sauce piquante. Puis sur l'étiquette de la sauce, t'as la grosse face avec les gros yeux de Eileen Wuornos. Puis ils l'ont appelée la Crazed Killer Hot Sauce, donc la sauce piquante de la tueuse folle. Donc, c'est. non, c'est. Ouais, ça, c'est le mauvais goût. Ah ouais. Ah non, puis ça avait l'air Asti que d'une c'est le sauce. mauvais goût, Ça doit être piquant. Ça doit être piquant. Ah ouais. Mais c'est ce qui fait le tour, en tout cas, du volet cinématographique pour Eileen Wuornos. Donc, c'est ce qui complète pas mal l'épisode. J'espère que vous avez aimé. Ça a été un cas assez C'est un houleux. gros cas. Ah, c'est un gros cas. Le premier cas féminin de notre... je dis pas que c'est le dernier. Non. On vous garde le suspense. Mais si on voudrait donner, par exemple, un petit indice discret de la prochaine épisode, qui va être la numéro 4. Oui, numéro 4, ça va être l'histoire vraie derrière un film que tout le monde a vu, Oui, mais que personne se douterait qu'il y a une histoire vraie en arrière de ce film-là. non. Puis il y en a eu beaucoup. Il y a eu énormément de films. Oui, toute une saga. Donc, on vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé ça. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur toutes nos plateformes pour nous suivre et pour écouter tous les épisodes. Fait que, salut la gang! Hey, salut là. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur Facebook, YouTube, Spotify et Apple Podcasts. Restez connectés et profitez de notre contenu exclusif.